Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas. Bonjour et bienvenue à tous. Estimer, mesurer même l'empreinte carbone de ces usages numériques est devenue une demande croissante des utilisateurs. Alors c'est assez naturellement qu'on fleurit de nouveaux outils dédiés. Aujourd'hui, je reçois une coopérative qui propose des offres mobiles où l'on ne paye que ce que l'on consomme. On va voir si c'est efficace, combien coûtent ces nouveaux forfaits mobiles. Ce sera le sujet de l'interview avec Marion Greffly qui est installée déjà en plateau avec moi. Marion Greffly de Télécope. Et puis dans un autre registre, celui de la sécurité, là on a les poids lourds du numérique qui se sont entendus pour instaurer un nouveau moyen de s'authentifier en ligne et aussi sur ces appareils. Est-ce que ça sonne véritablement le glas des mots de passe? C'est ce qu'on verra avec deux experts tout à l'heure. Et puis on retrouvera notre rendez-vous J'y crois pour parler là aussi de cybersécurité. Serait-ce notre atout, notre meilleur atout européen dans le numérique? Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va parler de ces forfaits mobiles qui nous permettent de consommer moins. L'invité de l'interview dans Smart Tech aujourd'hui est une coopérative Télécope qui a lancé une initiative appelant les consommateurs à réfléchir à leur empreinte numérique. Alors ce n'est pas juste un appel à réfléchir, c'est aussi une offre très concrète de forfait mobile où l'on ne paye que ce que l'on consomme. Bonjour Marion Greffly. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale de Télécope. Premier opérateur européen aujourd'hui coopératif à vocation écologique. Oui, tout à fait. Et alors, vous proposez, je disais, des abonnements mobiles d'une nouvelle sorte, en fait, qui vont nous pousser à consommer différemment. Mais alors, première question, est-ce que ça fait exploser la facture ? Alors non, en fait, on constate que la facture moyenne de nos abonnés est aussi la facture moyenne constatée sur le marché. Donc en fait, ce n'est pas une explosion. Donc quel prix à peu près ? C'est environ 14 € par mois. D'accord. Et pour une Dès le départ, ou ce sont des factures qui évoluent à la baisse ? Alors, globalement, elles évoluent plutôt à la baisse, ou même d'ailleurs dès le départ. En fait, on accompagne, nous, nos clients quand ils deviennent abonnés pour moins consommer. Donc, ils reçoivent un certain nombre d'informations, de façon de régler aussi sur leur téléphone, pour moins consommer de la donnée mobile directement à leur arrivée chez nous. Alors, les autres opérateurs indiquent aussi maintenant très clairement en fait quelle est l'empreinte numérique de nos usages et même on peut avoir une vision assez fine de ce que l'on consomme dans le forfait data. Qu'est-ce que ça apporte de plus finalement de payer ce que l'on consomme ? Alors en fait, je dirais que le premier point, c'est la prise de conscience au moment où on fait le choix de son forfait mobile. C'est-à-dire que le but aussi, c'est de créer sur le marché une alternative qui permette aux personnes de se rendre compte concrètement que le numérique n'est pas une ressource illimitée. Et ça passe au début par vraiment le fait de présenter une offre qui permette à chacun de reprendre la main sur sa consommation de données mobiles. Donc c'est vraiment la première étape pour moi. Et ensuite, ça veut dire que déjà, vos utilisateurs sont des personnes qui ont envie de faire davantage attention à leurs usages numériques, à leur consommation. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est dans une globalité d'une transition. Ils ne viennent pas chez vous pour le prix des forfaits, oui, pour baisser leur facture. Alors, il y en a qui viennent chez nous pour baisser leur facture, très clairement, et on l'observe dans plus de 30% des cas chez nous, parce que en fait, très régulièrement, comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on consomme en termes de données mobiles, on est tenté d'acheter des forfaits avec des très gros paquets de données, mais on ne sait pas bien ce qu'on consomme, parce que même si l'information, elle est accessible, mais elle est quand même plutôt difficile à trouver, soyons honnêtes là-dessus. Donc le fait que nous, on puisse mettre en avant directement, le fait que ce soit transparent aussi, cette consommation de données mobiles, à tous les moments finalement de la consommation de données mobiles chez nous, ça permet de le rendre beaucoup plus accessible. Alors moi, j'ai l'impression que ce n'est pas si difficile à trouver sur la facture détaillée, en fait. On voit clairement où on en est de sa consommation sur son forfait, même on peut le voir en temps réel. Mais peut-être qu'on ne trouve pas le forfait qui est adapté à ses besoins. Parce qu'en fait, on est plutôt dans une offre qui propose davantage d'aller vers beaucoup de possibilités de consommation de data, voire vers de l'illimité. Oui, alors il y a déjà presque une personne sur deux, quand elle arrive chez nous, elle n'a pas conscience de sa consommation de données mobiles. Donc quand même, ils s'interrogent
Vraiment, le simple fait de pouvoir s'en interroger, ça permet de chercher cette information. Ouais. Et effectivement, là, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, le marché n'est pas fait pour des gens qui cherchent à peu consommer ou qui ont envie aussi de donner une place différente au numérique, parce que c'est ça dont on se parle. Quand on consomme et quand on a la possibilité de consommer énormément de données mobiles, ça veut aussi dire que le mobile est omniprésent dans nos vies, on va y faire absolument tout. Et ça pose aussi la question du temps passé, concrètement, qui finalement, le temps, c'est notre ressource la plus importante dans notre vie. Ça pose vraiment la question du temps passé sur nos écrans et en particulier sur notre smartphone. Et aussi l'intégralité des données qu'on confie à notre smartphone, parce que ça encourage aussi d'autant plus à utiliser de plus en plus d'applications, etc. Donc, au-delà de la donnée mobile et concrètement de la consommation de données mobiles... Donc, c'est pas juste l'idée de dire, si je consomme moins de vidéos YouTube, je vais faire du bien à la planète, parce que ça, on sait que c'est un raccourci un peu rapide et voire faux. Tout à fait. C'est vraiment la question. Nous, ce qu'on questionne avec ces forfaits-là, c'est la place du numérique dans notre vie, en fait. D'accord. Et en tant que citoyen, pas uniquement en tant que consommateur, mais en tant que citoyen aussi, parce que le numérique pose aussi énormément d'autres questions, notamment de démocratie, de représentativité, etc. Donc, c'est aussi ça qu'on cherche à questionner quand on pose ces questions des données mobiles. Et combien d'abonnés? Parce que les forfaits ont été lancés en 2020. Oui. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui? Alors là, on en a près de 5000. Donc près de 5000 et près de 700 sociétaires aussi, puisqu'en fait, on est aussi en une France, entreprise. Oui, uniquement? Oui, tout à fait. Alors, vous lancez un deuxième forfait aussi, là, pour vous attaquer à l'obsolescence programmée, ou en tout cas à ce rythme de renouvellement de nos smartphones qui est un peu effréné par rapport à la durée de vie que devrait avoir ce téléphone qui est en général très bien conçu et qui pourrait durer beaucoup plus longtemps. Comment est-ce que vous vous y prenez? Quelle est votre solution? Alors, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que, pareil, encore une fois, sur le marché, il y a une habitude qui s'est créée du fait qu'on doit pousser, finalement, le consommateur à changer régulièrement son smartphone. Nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, le cœur de l'impact environnemental, c'est nos smartphones, quand on regarde l'usage mobile, puisque 80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone, c'est là où on peut véritablement agir. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a remonté la chaîne. On a dit, on parle d'abord de l'usage, maintenant on va parler des smartphones, donc de la fabrication en tant que telle de ces terminaux. Et donc l'idée de ce nouveau forfait, le forfait transition, c'est d'intégrer pour 20 € appels et SMS et 9 gigas de données mobiles, mais c'est surtout une aide financière à la réparation de nos smartphones, donc de 30 € tous les ans. L'idée, c'est d'en faire un réflexe. Donc dès la première année? Exactement, tout à fait. Parce que le but, c'est de pouvoir vraiment mettre en avant le fait qu'il c'est possible de réparer son téléphone. Donc, c'est d'en faire un réflexe, comme je le disais à l'instant. Et l'autre point, c'est de le rendre accessible. Donc, accessible en termes de coût. Finalement, que ça devienne plus facile et plus logique, finalement, de réparer son téléphone plutôt que d'en racheter un nouveau. Et l'autre point, du coup, c'est de le rendre accessible d'un point de vue géographique. C'est pour ça que c'est une aide financière qui n'est pas conditionnée à un certain réseau de réparateurs, mais c'est quelle que soit la réparation, même l'auto-réparation, qu'on pourrait avoir envie de faire. Alors, vous avez ressorti quelques chiffres. Les Français gardent leur téléphone, enfin leur smartphone, en moyenne 2 ans, alors qu'ils fonctionnent encore dans 88% des cas. Le problème, c'est pas souvent le matériel, finalement, c'est le logiciel aussi qui devient de plus en plus gourmand et qui fait que de très bons smartphones ont l'air d'être vieillissants avant l'âge. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille. Alors, ça, on a quoi comme solution face à ça ? Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, d'abord, il y a toute la logique d'entretien et de maintenance de son téléphone. Moi, je dis souvent, en fait, un téléphone, c'est comme sa maison. Il faut pouvoir l'entretenir, il faut pouvoir supprimer des données, des applications, etc. Parce que tout ça, ça fait que, justement, ce téléphone est alourdi et a de plus en plus de difficultés à fonctionner correctement et qui nous pousse, du coup, à l'obsolescence logicielle et donc à en changer. L'autre opportunité, et donc là on travaille aussi avec des collectifs, avec d'autres entreprises qui travaillent sur ces questions-là, c'est notamment de s'attaquer directement au système d'exploitation de notre téléphone. Et donc là il y a une fondation qui s'appelle la fondation I et qui propose un système d'exploitation libre et open source. Libre iOS. Open source. Et I s'écrit avec un E. Et avec un E pour le coup, ouais. Exactement. Et donc vous travaillez avec eux. Exactement, dans le cadre du collectif Fairtech, où le but, c'est de pouvoir diriger les personnes qui souhaitent justement lutter contre l'obsolescence de leur matériel vers des solutions qui leur permettent de le faire. Parce que vous recommandez aussi des smartphones plus durables, plus respectueux de l'environnement dans leur fabrication ? Oui, tout à fait. Et dans le cadre du collectif Fairtech, toujours, ils rassemblent aussi Fairphone, qui est une marque justement qui a pour objectif de proposer des téléphones qui sont réparables le plus longtemps possible et produits dans des conditions éthiques.
Et donc l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi de pouvoir aider les personnes à garder toujours leur téléphone le plus longtemps possible, puisque c'est ça le cœur de l'impact environnemental. Alors là, vous lancez une campagne de levée de fonds participative avec les licornes avec 2 O, puisque ce sont des licornes à venir dans le domaine des coopératives. Qu'est-ce que ça change quand on est une coopérative pour lever des fonds ? En fait, ce que ça change, c'est qu'on cherche à être le plus représentatif possible, puisque le fonctionnement sous forme coopérative, c'est une personne est égale à une voix. Donc on vote en fonction du fait qu'on appartient à la coopérative, parce qu'on est devenu sociétaire finalement, la coopérative. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. C'est des entreprises du coup qui sont très démocratiques, puisque on est du coup en capacité aussi. Et ça rassure ou ça inquiète les investisseurs ? Alors en fait, je pense qu'ils ne sont pas habitués. Ça, c'est le gros du point. Pourtant, la démocratie, c'est quelque chose qui est quand même relativement ancien dans notre vie, n'est-ce pas ? Donc, en fait, nous, on milite aussi pour que le champ économique il puisse aussi aller vers ces enjeux-là de démocratie, de représentativité et du coup aussi de légitimité, puisque dans nos coopératives, le gros intérêt, c'est qu'on reparle du besoin du coup, de nos clients et pas non plus du besoin uniquement de nos actionnaires, etc. Donc, c'est aussi ça que ça change dans une démocratie coopérative. Et donc, vous êtes ce qu'on appelle un MVNO, donc un opérateur mobile virtuel. C'est un marché très compliqué aussi ? C'est un marché très compliqué, très concurrentiel. Et c'est surtout aussi un marché, quelque part, qui est dicté par, finalement, un développement et une sorte de technologie, je les dirais, qui vraiment prend le pas sur le besoin que je citais tout à l'heure. Et c'est ça aussi, c'est aussi pour ça que c'était important de réinjecter ce que vraiment les citoyens peuvent avoir besoin, donc reparler d'une entreprise de ce type-là, et donc une entreprise coopérative sur le secteur des télécoms. Donc ça fait plusieurs modèles très différents de ce qu'on voit d'habitude, une coopérative, des forfaits mobiles qui ne sont pas au forfait, où on paye ce qu'on consomme, et puis ce modèle de levée de fonds coopérative. Merci beaucoup Marion Greffly d'avoir ouvert ce Smart Tech aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et directrice générale de Télécope. C'est l'heure dans Smart Tech de parler de la sécurité avec peut-être cette disparition enfin des mots de passe. Microsoft, Google et Apple se sont engagés à éliminer l'utilisation des mots de passe dans les navigateurs. Ils vont utiliser la même solution promue au sein de l'alliance FIDO pour Fast Identify Online, donc une authentification désormais qui sera biométrique via le smartphone pour se connecter sur un site ou même un ordinateur qui sera situé à proximité de son mobile. Est-ce que c'est le signe véritablement de la disparition totale des mots de passe ? Est-ce que c'est une solution aussi robuste d'authentification? On en parle avec 2 experts. D'abord Benoît Grunemwald qui est en plateau avec moi, expert cybersécurité d'EZ. Bonjour Benoît. Bonjour. EZ, acteur évidemment européen de la cybersécurité auprès des entreprises et des particuliers, je le rappelle. Et en visio avec nous, Ludovic Broyer. Bonjour Ludovic Broyer, fondateur d'Iprotego, une agence française d'e-réputation. Qui répond aux enjeux de protection de la vie privée et aussi de cyberharcèlement. Bonjour, merci d'être connecté avec nous. On va commencer en plateau avec Benoît Grunemwald. D'abord, est-ce que cette annonce des géants du numérique autour d'une fin des mots de passe, pour vous, c'est vraiment l'annonce de la fin des mots de passe, là, d'ici fin 2022 ? Alors, avant que ça soit implémenté, il va se passer un petit moment. Donc, on espère et on fait en sorte que l'on utilise de moins en moins de mots de passe, que l'on trouve des solutions alternatives sécurisées. Mais entre le moment de l'annonce et la création des protocoles et leur implémentation au sein des applications, chez les divers acteurs, il va quand même se passer un moment. Bon, parce qu'on n'est pas tout à fait prêt là pour les éliminer complètement, ces mots de passe. En fait, on a vraiment un très grand nombre d'applications qui, eux, utilisent des moyens de communication et d'authentification qui sont basés aujourd'hui sur des mots de passe. Donc, modifier ces modèles, modifier ces applications, parfois des applications qui ont coûté des millions, des applications bancaires qui sont déjà robustes, qui ont été testées, éprouvées, même si c'est pour apporter plus de sécurité, il va falloir mener le changement et ce changement peut lui aussi avoir un coût.
D'accord. Et puis alors, il faut quand même préciser, je crois que ce ne sera pas appliqué dans le domaine de la transaction bancaire, justement. Si vous faites des achats en ligne, il faudra quand même toujours respecter cette directive européenne qui exige 2 facteurs d'authentification. Complètement, ce que l'on reçoit par SMS, par exemple, pour valider son authentification, un code à 6 chiffres, ou alors une validation dans son application dans laquelle on s'est déjà authentifié grâce à ses empreintes numériques, par exemple, ou son empreinte faciale. Bon, ça veut dire que c'est quand même pas tout à fait la fin, la disparition totale des mots de passe. C'est déjà première indication. On va donner la parole aussi à Ludovic Broyer. La fin des mots de passe, est-ce que selon vous, c'est une avancée, une progression ? Oui, aller vers plus de fluidité, moins de friction pour l'utilisateur et vers un système qui va permettre d'utiliser un degré de sécurité bien plus élevé est forcément une belle avancée. Aujourd'hui, trop de gens, quel que soit leur niveau professionnel, d'ailleurs des dirigeants d'entreprise tout aussi bien, vont utiliser des mots de passe vraiment trop simples, parmi les mots de passe les plus simples. Et ça représente un vrai risque en matière de sécurité des données ou personnelles ou des données de l'entreprise. Donc, c'est une nécessité pour pouvoir gérer plus de sécurité ou plus de services sans avoir à retenir de manière mécanique d'autant plus de mots de passe compliqués. Ce qui ne marche pas à l'évidence, on le voit bien. Est-ce que vous pensez pour autant que la fin de ces mots de passe avec une authentification qui sera désormais biométrique, donc qui utilisera la reconnaissance faciale à travers le smartphone, est-ce que vous pensez que ça va nous permettre de nous protéger de tous les dangers, de toutes les cyberattaques ? Oui, mais je crains qu'il n'y ait pas de recette miracle. Il n'est pas impossible que dans une certaine mesure, on ne fasse que reporter le problème à l'étape suivante. Si j'arrive à duper un système de reconnaissance faciale d'un téléphone, ça peut commencer à représenter une fragilisation. En revanche, là où c'est clairement positif, c'est sur la circulation des mots de passe volés et des couples d'identifiants mots de passe qui peuvent circuler sur le darknet, en l'occurrence, et qui font l'objet d'un véritable commerce. Donc pouvoir faire réduire cette manne, c'est à la fois améliorer la sécurité des utilisateurs et puis réduire un business qui est pas très sain finalement. Ouais, c'est véritablement une plaie en fait, les mots de passe dans le monde de la cyber. Oui, alors c'est une plaie à la fois pour l'utilisateur personnel, pour l'utilisateur d'entreprise et pour la jonction qu'il y a entre le privé et le professionnel qui s'est, on va dire, pas aggravé, mais qui s'est étendu avec le télétravail. Ouais. On l'a bien vu, cette sphère publique-privée se rapproche. Avec des mots de passe qui sont trop faibles, trop fragiles. Le nombre d'attaques causées par des mots de passe trop faibles est phénoménal, non ? Est phénoménal. Nous, on a noté avec le début de la pandémie et l'ouverture de certains services des entreprises pour leurs employés qui étaient donc à l'extérieur, plus de 41% d'attaques liées aux tentatives pour deviner des mots de passe sur, en particulier, des services RDP. Donc, c'est-à-dire le protocole qui permet de se connecter à un ordinateur qui serait resté au bureau à distance. 41%, oui, c'est quand même assez impressionnant. Donc ces types d'attaques, demain, est-ce qu'elles vont disparaître, Benoît, avec la fin des mots de passe ? Alors, ces types d'attaques ne vont pas disparaître parce que l'initiative qui est proposée est une initiative qui est tournée vers l'utilisateur, mais il faut savoir que il y a énormément de cas dans lesquels on utilise les mots de passe. Le plus simple, c'est celui pour accéder à ses messageries, à ses réseaux sociaux, etc. Mais en entreprise ou à la maison, on va utiliser des mots de passe très fréquemment. Si vous avez des objets connectés, par exemple, on sait qu'il y a des botnets, notamment Mirai, qui est un botnet qui est très répandu et qui vise des objets connectés en utilisant les logins et le mot de passe par défaut. Donc, si vous êtes un utilisateur chez vous ou en petite entreprise et vous ne changez pas ces mots de passe-là, eh bien, vous vous retrouvez également potentiellement dans un botnet. Et ça, il va falloir continuer à s'en occuper, finalement. Ça ne va rien changer pour ces objets connectés. Pour ces objets connectés, ça va pas changer parce qu'on ne peut pas forcément appliquer des mécanismes très complexes sur ces objets connectés. Il va falloir continuer à avoir une bonne hygiène informatique. Et puis ensuite, il va falloir également penser à nos smartphones, à nos ordinateurs qui peuvent eux-mêmes être pris d'assaut par des logiciels dont l'objectif est de récupérer les informations de connexion une fois qu'on est connecté avec succès
et pouvoir les réutiliser ailleurs. Donc de toute façon, on va continuer à avoir un jeu du chat et de la souris. Au plus on va inventer et mettre de sécurité, au plus les cybercriminels vont, eux, trouver des moyens de contournement. Et alors, quel intérêt y trouvent finalement les géants du numérique à s'accorder sur une solution commune pour répondre à un problème de sécurité? Vous nous dites, bah, oui, mais pas vraiment, puisque finalement, ça va en générer d'autres problèmes de sécurité. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'intéressant? Qu'est-ce qui peut motiver ces acteurs du numérique, Ludovic Bourrier? La gestion de l'identité numérique, c'est un peu le Graal. Aujourd'hui, personne n'est véritablement le gestionnaire de l'identité numérique des internautes et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est un énorme pouvoir. Les États veulent le gérer, proposent de le gérer, travaillent en ce sens, avec par exemple le projet national et européen de carte d'identité numérique. Et ça a toujours été l'objectif. En proposant ce protocole, les GAFAM simplifient certes la vie des internautes et aussi prennent une prééminence indiscutable si ce système bien, finalement est tellement adopté qu'il se généralise et devient le système majoritaire. Ils auront définitivement pris le lead sur ce point. Mais effectivement, moi, la grosse crainte que je vois, et je rejoins votre invité en plateau en ce sens, c'est que on risque de reporter le problème sur l'appareil. Et c'est les appareils qui vont être d'autant plus l'objet des attaques et des tentatives d'effraction. D'autant que ce système, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si j'ai bien compris son fonctionnement technique, il y a une clé qui va être définie et qui va pouvoir être transférable d'un appareil vers un autre par Bluetooth si on a besoin d'autoriser un nouvel appareil. Ce qui veut dire que c'est probablement encore le jeu du chat et de la souris qui continue, la serrure et le voleur. Et maintenant, c'est sans doute dans le téléphone que les hackers et que les pirates vont aller chercher l'information. Donc on va être d'autant plus l'objet, je pense, de ce point de vue-là. Ce qui, finalement, peut même créer une fragilité parce que les smartphones sont peut-être les appareils les moins bien protégés aujourd'hui des utilisateurs. Et oui, malheureusement, on le constate, l'utilisateur qui achète un ordinateur, quel qu'il soit, a le réflexe de mettre ce qu'on appelait avant un antivirus, une suite de sécurité. Par contre, il n'a pas ce réflexe-là ni avec son smartphone, quel que soit l'OS, ni avec ses objets connectés, qui sont pour autant des mini-ordinateurs. Donc ça va peut-être changer aussi la donne de ce point de vue-là, parce que si on s'aperçoit que la fragilité vient de notre équipement mobile, on va peut-être davantage travailler sur sa sécurité. Est-ce que ça modifie les outils que vous allez mettre à disposition ? Alors, on suit cette tendance. Ce qui est décidé là par l'Alliance FIDO, donc de dire que finalement l'authentification sera hyper simple parce qu'il y aura un seul facteur d'identification, c'est la reconnaissance faciale depuis le smartphone. Est-ce que ça va modifier les offres de cybersécurité pour les smartphones ? Pour les smartphones, on va augmenter les niveaux de protection et notamment créer des mécanismes qui vont encore plus sécuriser l'authentification même du smartphone. Donc aujourd'hui, on protège déjà son fonctionnement, notamment parce qu'il y a énormément de rootkits, de chevaux de Troie bancaires ou de chevaux de Troie tout court qui tentent de récupérer nos éléments de connexion, qui arrivent notamment sur Android à placer des écrans au-dessus de l'écran original de connexion pour faire semblant qu'on est en train de rentrer son login, son mot de passe ou même sa clé qui permet d'envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un d'autre, de la récupérer, de l'inverser si c'est le cas d'une crypto-monnaie et de récupérer le paiement. Donc pour nous, l'objectif, ça va être de sécuriser encore plus finalement tous les points de terminaison qui vont avoir cette authentification simplifiée. Et ça peut changer aussi la donne sur les ordinateurs ? Alors l'ordinateur va être lui-même concerné. Il va pouvoir profiter aussi de ce mode d'authentification. Exactement. On le voit déjà d'ailleurs dans certaines professions réglementées ou certaines professions où la nécessité de sécurité est importante, que l'on a des cartes à puce. Je pense à certaines professions médicales. Donc on va arriver sur son ordinateur, on va se loguer de manière habituelle et pour aller plus loin, pour accéder à certains services, on va rajouter sa carte à puce et la débloquer. Donc là, on a un élément d'authentification qui est très fort.
et c'est déjà une pratique qui est courante. Mais il faut que ça se généralise. D'accord. Même question, Ludovic Broyer, puisque vous vous intéressez, vous travaillez sur la protection de la vie privée, donc des données des utilisateurs. Est-ce que cette décision-là des grands acteurs du numérique, ça va modifier vos outils, ça va modifier votre offre? Non, malheureusement, parce que je doute que cela règle définitivement la question. Et j'ai bien peur qu'il y ait encore des gens qui se fassent usurper leur compte et que pendant un certain nombre d'années encore, on ait malheureusement à faire face à des problèmes comme l'usurpation d'identité, comme le piratage par ingénierie sociale et toutes ces choses qui viennent fragiliser, voler nos données. Nous, chez iProtego, notre objectif, c'est de protéger les données personnelles et l'identité numérique des gens qui se composent de nos données personnelles. Et nous, notre action, elle est vraiment auprès des gens qui ont eu un problème. Donc, quelque part, on va intervenir après, à l'inverse de votre invité en plateau qui intervient avant pour éviter les problèmes. Nous, on va intervenir lorsqu'ils ont eu lieu et lorsqu'il faut réparer, récupérer. On a piqué tous vos comptes, vous devez récupérer la main, prouver que c'est vous, vous allez peut-être avoir affaire à des conséquences, ça peut être des achats qui ont été faits, il peut y avoir des nuisances qui ont été aussi causées par le tiers qui a usurpé votre identité, vos données. Et vous ne pensez pas que ce sera plus difficile, justement, d'usurper une identité avec cette solution biométrique ? Dans l'absolu, j'ai envie d'y croire. Je crois que le jeu du voleur et du serrurier continuera et je pense que le risque d'usurpation va peut-être changer de forme. Certaines formes d'usurpation seront peut-être moins possibles, mais d'autres le seront. Tous ces systèmes tiennent essentiellement sur la reconnaissance faciale aujourd'hui, un petit peu le palmaire. La reconnaissance faciale a ses limites en termes de fiabilité également. C'est peut-être aussi un peu dangereux de tout miser là-dessus. Donc je serais assez réservé. Je pense que le vol de données va continuer. Et même si on va vraiment sur imaginons sur ce standard, il faudra quand même un certain temps, encore une fois, pour que ce soit mis en œuvre. Alors, il y a Donc, aussi... je crois que les problèmes continuent. Parmi les motivations, vous avez raison, il y a cet enjeu de la maîtrise de l'identité numérique, tout à fait. Il y a aussi un enjeu économique, puisque le consortium W3C, donc, qui crée les standards techniques d'Internet, nous dit que les utilisateurs consacrent 10,9 heures par an à la saisie ou à la réinitialisation des mots de passe. Bon, déjà, ça semble délirant. Ce qui coûte en moyenne 5,2 millions de dollars par an aux entreprises. Est-ce que la fin de ces authentifications par mot de passe, ça va aussi permettre d'alléger les coûts pour les entreprises ? Oui, complètement. Et je confirme les chiffres du W3C. En entreprise, on constate régulièrement, généralement le lundi matin, que l'utilisateur va appeler le support pour lui demander de remettre à zéro son mot de passe parce qu'il l'a oublié. Et ça, c'est la conséquence d'une mauvaise politique de mot de passe, c'est-à-dire des mots de passe trop souvent changés. Alors, je ne vais pas dire trop complexe parce qu'il faut qu'il soit... trop souvent changé, on nous dit de le changer souvent, ce Exactement. mot de passe. Et c'est pour ça que cette initiative est importante parce que si on le change trop souvent, on s'en souvient plus. On fait des combinaisons qui sont souvent trop simples, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser le mot de passe d'avant et rajouter quelques chiffres ou modifier quelques chiffres. Et au final, quand on arrive le lundi matin et qu'on a passé un bon week-end, on ne se souvient plus de son mot de passe. Et donc, si simple qu'on ne sait plus. Exactement. Et donc ça, c'est un problème. Et les entreprises le subissent régulièrement, à la fois sur le support, mais également sur la productivité. Et alors, je vais vous reposer cette question de la robustesse de l'authentification biométrique. Est-ce que c'est une solution aujourd'hui 100% robuste? Alors, je sais, vous allez me dire 100%, ça n'existe pas, mais enfin, la plus robuste qui soit? Alors, c'est définitivement une solution qui est très robuste. Pour autant, ce que l'on va recommander, c'est le multifacteur. C'est-à-dire que vous allez vous authentifier avec votre empreinte digitale, mais on peut vous demander, notamment pour accéder à des services qui vous permettent de réaliser des opérations, de vous réauthentifier avec un autre élément et pourquoi pas un élément physique. Je le vois dans les banques, par exemple. Si vous vous connectez avec votre login et votre mot de passe à votre compte, vous avez une vue. Si vous voulez réaliser des opérations de type virement, eh bien, on va vous demander de vous déconnecter et de vous reconnecter avec le login, le mot de passe et un élément physique qui ressemble un peu à une calculette et qui va permettre d'avoir
meilleure authentification, en tout cas une justification de votre identité. Donc, ce qui est plus pertinent en matière de cybersécurité, c'est de multiplier les facteurs pour authentifier la personne et être sûr que c'est bien la bonne personne. Donc là, cette solution, elle va être robuste pour des usages simples, en fait, c'est ça? Exactement, pour le grand public, pour le général. Mais si on prend en entreprise des accès qui peuvent être sensibles, je pense à de la recherche et développement ou des documents financiers, il serait préférable de demander d'autres mécanismes d'authentification. Et aussi, on oublie souvent tous ceux qui entre guillemets, s'occupent d'Internet. Quand vous accédez à des serveurs, quand vous accédez... On a vu la panne Facebook, par exemple, où il y avait une mauvaise configuration dans un routeur et Facebook a été coupé du monde pendant plusieurs heures. Eh bien, les personnes qui gèrent ces accès-là doivent avoir des niveaux d'authentification qui ne sont pas ceux proposés au commun des mortels pour accéder à un Facebook ou un réseau social. Donc, solution, mais pas solution universelle. On n'en a pas fini, en fait, finalement, avec les mots de passe. Merci beaucoup à tous les deux. Ludovic Broyer, je rappelle que vous êtes le fondateur d'Iprotego. Merci beaucoup. Et Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Juste après la pause, on se retrouve dans Smart Tech. On va parler encore de cybersécurité, mais comme un atout pour l'Union européenne. Vous regardez Smart Tech sur la chaîne Bismart, on est en direct le matin à partir de 11h et maintenant c'est la dernière partie de l'émission qui démarre, partie de l'émission que nous allons traverser avec Hervé Lejouan, fondateur de Advisory, pour sa chronique J'y crois. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors vous revenez du FIC, le Forum international sur la cybersécurité qui s'est tenu à Lille la semaine dernière. Je voulais savoir ce que vous en aviez retenu déjà. Eh bien, écoutez, j'en ai retenu une présence de plus en plus internationale, donc déjà énormément de monde. On a annoncé, je crois, ils ont annoncé plus de 14 000 personnes, donc plus de 500 exposants, donc vraiment une grande présence, beaucoup de monde et surtout de plus en plus international. Et ça, c'est intéressant. Donc très européen. Et ça a été vraiment, je crois, un des marqueurs du FIC pour le projeter finalement à la dimension européenne. Donc, alors, parce que dans FIC, on entend international, Forum international de la cybersécurité, mais là vous nous dites, bon, jusqu'ici, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Là, qu'est-ce que vous avez trouvé comme signe de véritable internationalisation ? Ah bah déjà, un des premiers signes, puisqu'il y a énormément de start-up au FIC, vous le savez, depuis un certain temps, ils organisent un prix de la start-up qui était jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière, réservé aux start-up françaises. Et bien cette année, pour la première fois, le prix a été élargi aux start-up européennes. Et donc, il y a eu plus de 70 startups qui se sont présentées, 14 ont été retenues, 14 startups européennes. Et pour preuve, c'est une société suisse, alors qui fait partie de l'Europe en tant que telle, qui a été élue et qui a eu le prix de la startup du FIC, et suivie par des startups françaises. Mais on voit bien que ça, déjà, c'est un point. Et en discutant, moi, avec les organisateurs, ils pensaient qu'effectivement, c'était vraiment le moment de passer à cette étape-là. Et il y a eu aussi à côté de cela, beaucoup de conférences qui étaient purement en anglais, donc aussi pour la première fois au FIC, même s'il y a des traductions en anglais pour les conférences en française. Mais là, c'était des intervenants qui ne parlaient pas le français, qui étaient de pays européens, voire espagnols, de la Commission européenne, voire d'autres pays qui représentaient, et donc qui sont venus. Et donc là, on voit bien qu'il y a cette volonté d'en faire l'événement européen. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose à noter. Et des représentations aussi d'organisations importantes au niveau européen qui étaient présentes. Alors, oui, il y avait un certain nombre d'organisations qui étaient présentes et qui étaient très importantes. Je citerai quelques-unes, mais l'ENISA, qui est l'agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, donc qui a été fortement représentée, le Europol, donc pour la police, pour tout ce qui est police criminelle, l'EDA, l'agence de défense européenne, le CCC, le Centre de compétences de la cybersécurité en Europe, et le CSO, qui est l'Organisation de la cybersécurité européenne. En fait, on voit bien, et ça a été vraiment intéressant, puisque j'ai suivi un certain nombre de ces conférences, de voir qu'il y a une réelle volonté, et effectivement, alors c'est clair qu'il y a eu des événements aussi qui font que la volonté se fédère maintenant, mais il y a une réelle volonté d'avoir une approche européenne et typiquement d'aller vers des standards en termes de cybersécurité qui vont être poussés à l'image du RGPD, en fait, du Règlement européen pour la protection des données, qui vont être poussés au pays pour permettre effectivement
aux startups européennes, voire internationales, mais européennes, de pouvoir s'étendre au niveau européen. Donc il y a une réelle volonté d'approche internationale et européenne à ce niveau-là. Alors, quand j'ai titré cette chronique, c'était pour reprendre l'esprit dans lequel vous vouliez la mener. Vous nous dites que c'est un atout pour l'Union européenne, cette cybersécurité. Comment vous l'avez vu aussi à travers l'écosystème, les startups qui étaient présentes ? Ah bah écoutez, je crois, enfin moi je commence vraiment, enfin depuis un certain temps, puisque j'ai moi-même une start-up dans ce domaine, mais il y a il y a un réel écosystème qui se met en place avec de très nombreuses start-up européennes qui sont très avancées en termes de cybersécurité. Et donc là, je parle bien à l'échelle européenne, puisque moi je travaille avec des gens qui sont en Irlande, des gens qui sont en Italie, bien sûr en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Là, j'ai vu une super start-up d'origine portugaise au FIC. Donc il y a un mouvement et avec des gens extrêmement compétents et qui sont suivis à la fois par des organisations. Il y a le Campus Cyber en France qui a été inauguré en février 2022 et qui héberge un certain nombre de pépites, on va dire, européennes, françaises, mais ça se réplique aussi dans un certain nombre de pays européens. Et sur ces startups, il y avait énormément de startups présentes au FIC, alors soit qui étaient sous des bannières de type région, parce que les régions étaient présentes, donc la région Hauts-de-France, la région Grand Est, la région Bretagne étaient présentes avec leurs startups, mais aussi il y avait des régions, enfin pas des régions, mais des pays qui représentaient, comme la Suisse et le Luxembourg. Et donc on a vu un certain nombre de startups et puis des bannières comme Exatrust, qui est une organisation, une association justement autour de la cybersécurité qui fédère un certain nombre d'acteurs et de startups. Et là, on voit vraiment qu'il y a un écosystème et que l'Europe veut se positionner. Enfin, je dirais, parce que vous savez que je milite pour que l'Europe se réveille, entre guillemets, et je pense que sur la cybersécurité, on est sur le chemin de se réveiller. Alors, bien entendu, il va falloir toujours... Est-ce qu'Hervé, c'est justement un endroit d'un secteur du numérique où on peut vraiment se démarquer en Europe ? Ah, je pense clairement. Et d'ailleurs, le FIC va organiser le FIC North America, le FIC Amérique du Nord à Montréal au mois de novembre. Et le but, c'est d'amener des startups européennes pour les présenter finalement à la fois au Canada et aux États-Unis. Donc, parce qu'il y a une réelle valeur. Et moi qui suis d'ailleurs connecté en ce moment avec des Américains, je vois qu'ils s'intéressent énormément. Alors, bien entendu, l'enjeu va être, comme toujours, de pouvoir les garder, de les faire grandir. Mais je crois sincèrement que c'est un énorme atout en ce moment et aujourd'hui en Europe d'avoir des pôles de compétences extrêmement forts en cybersécurité avec effectivement des sociétés qui foisonnent un petit peu partout avec des approches différentes et qui sont soutenues par des gouvernements, par l'Union européenne et maintenant par des fonds d'investissement. Ce que j'espère, c'est que les fonds vont pouvoir les soutenir pour qu'elles grandissent, grossissent et s'exportent aux États-Unis et ailleurs et ne soient pas rachetées plus rapidement que prévu. Oui, et puis quand on parle de start-up dans la cybersécurité, il faut aussi penser industrie, parce que ça, c'est aussi un autre volet qui est de plus en plus important. C'est tout ce qui touche la cybersécurité industrielle, finalement, et question de sûreté aujourd'hui. Absolument, on appelle ça l'OT, l'operational, les technologies d'exploitation en fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait d'ailleurs une conférence spécialisée là-dessus et des sociétés spécialisées là-dessus, et j'ai assisté à quelques démonstrations d'ailleurs par Orange Cyberdéfense qui montraient effectivement la protection d'un process industriel, et là on ne parlait pas de choses dans le domaine virtuel, c'était vraiment des processus industriels qui sont attaqués aujourd'hui, et là il y a énormément aussi de start-up et de sociétés qui vont protéger et proposer des solutions. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Cube Cleaner. On n'a pas le temps d'en citer d'autres, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup Hervé Lejoin, ça fait beaucoup d'enjeux et effectivement quelques atouts pour la France et l'Europe en matière de cyber. Hervé Lejoin, vous êtes donc le fondateur d'Advisory. C'était Smart Tech, on se retrouve dès demain. Demain, c'est l'ouverture de Vivatech. En attendant, excellente journée à tous. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.